Bonjour et bienvenue dans ce 107e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode le 29 janvier 2025. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné de Christophe Peugnier et de Adrien Clairbois, que je fais monter sur scène tout de suite. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour. Ça va bien? En forme? Ouais. Oui. Ah bah parfait alors. Adrien, je crois que ton micro est un peu loin. À mon avis, tu l'as mis au bout de la pièce, non? Je vais vérifier que j'ai le bon micro, c'est peut-être ça le problème. Je te laisse regarder. Et nous avons aujourd'hui un invité, puisqu'on ne va pas faire ça que à trois, qui est Loïc Magnette. Bonjour Loïc. Bonjour. Ça va bien aussi? Ça va bien. Toi, tu vas venir nous parler d'Angular, c'est ça? Tout à fait. Dis-nous un petit peu ce que tu fais. Pourquoi tu nous parles d'Angular? Tu travailles dans quelle entreprise? Tu as le droit de guider? Je travaille pour une société de consultance appelée Onirix, ici en Belgique. Et alors, on utilise beaucoup Angular pour nos front-end. Alors, pourquoi j'en parle? C'est parce que sur les dernières années, Angular a pas mal évolué. Et surtout les dernières versions qui amènent pas mal de nouveautés en termes de réactivité, en termes de simplicité. Angular commence à avoir, en termes d'efficacité, quelque chose de très comparable à ce que on voyait parfois chez React ou chez Vue. On est largement là-dedans aujourd'hui. Ouais, c'est ça. On va nous parler de tout ça. Même si c'est un peu plus loin que le .NET qu'on a l'habitude de parler ici, ça nous permettra de voir aussi autre chose, de comparer, de pouvoir te poser des questions, de dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et de prendre le bon avec tout ça. Tout à fait. On te laisse présenter ça, et comme d'habitude, régulièrement, on va te poser des questions, donc on va t'interrompre. N'hésite pas à nous dire si jamais t'en parles plus loin que donc. Ça va, j'hésiterai pas. À toi. Bon, allons-y. Je vais déjà skipper. J'ai toujours un slide qui traîne de présentation. Je pense que la plupart a déjà été dit. Ouais. Alors oui, je ne suis clairement pas dans le monde Microsoft. Je suis participant du Belgian Java User Group, donc habituellement je fais plus du Java. Mais je fais aussi de l'Angular. Voilà. Tout le monde peut pas être parfait, comme on dit. Ouais, c'est ça. Voilà, tout à fait. T'es en minorité ici. Attention à ce que tu dis. Oui. Ouais, t'inquiète. Alors, quand on parle d'Angular, historiquement, Angular, pour faire tout ce qui est change detection, donc que les pages se rafraîchissent correctement, Angular utilise Zone.js, et ça a à peu près toujours été le cas. Et en fait, Zone.js, c'est génial, ça marche bien pour le change detection, mais ça a quelques limites. Et on va voir très rapidement avec un petit exemple ce qui se passe. Mais en fait, il faut savoir que Zone.js, ce que ça fait derrière, ça monkey patch l'API JavaScript. Donc, ça prend l'API JavaScript, ça met un gros patch dessus pour faire tout le change detection. Et dans le terme monkey patch, il y a monkey, ça veut dire que c'est clairement pas intelligent et c'est clairement pas le plus optimisé qu'on puisse avoir. Pour donner un exemple rapidement, j'ai ici une petite démo. J'ai un composant parent ici au-dessus. Il a 2 enfants et un des enfants aussi lui-même un enfant. Et ce qui se passe, c'est que quand il y a un changement, ce que je vais simuler en cliquant sur le bouton ici, with zone, ce que va faire ngZone, c'est qu'il va prévenir, il va descendre dans l'arbre et mettre à jour tous les composants jusqu'à arriver au bon. Donc c'est un peu un bref soft search. C'est pas vraiment efficace parce que ici j'ai 4 composants, ça va. Mais quand on a une application Angular un peu significative, on se retrouve vite avec 20, 50 composants en hiérarchie et on se rend très vite compte que c'est absolument pas optimal dès qu'on a beaucoup d'éléments comme ça. L'idée qu'on voudrait atteindre avec Angular, et c'est dans cette direction-là qu'on va, c'est pouvoir se passer de ce Zone.js et avoir vraiment de la mise à jour juste locale dans le composant. Ne plus passer par tout ce système, mais juste avoir un élément, l'élément qui est pertinent, mis à jour. Donc, si je clique sur l'autre bouton, on va voir que juste le compteur ici en bas se met à jour. Rien de plus. Et c'est ça l'idée d'aller sans le Zone.js, justement, et ne remettre juste à jour tout ça. Alors, pour arriver à ça, il y a quand même pas mal de travail, et c'est là-dessus qu'Angular a planché depuis quelques versions, en fait. Alors, le premier problème qu'ils ont dû tacler, c'est que, en fait, Zone.js, il est baked in dans à peu près tout Angular, que ce soit pour les control flow, que ce soit pour à peu près tout, il y a du Zone.js. Et donc, ils avaient 2 options, soit essayer d'adapter ce qui existe pour réussir à le faire fonctionner avec et sans, ou soit réécrire quelque chose qui est, depuis le début, prévu pour. Et c'est fondamentalement cette option-là qu'ils ont choisi en se disant, en fait, on peut simplifier les choses, on peut faire mieux, et en même temps se séparer de Zone.js. Et en plus, ils vont utiliser une nouvelle syntaxe qui est beaucoup plus familière
pour la plupart des développeurs et qui va ressembler à ce qu'on connaît dans d'autres technologies. Alors, j'ai de nouveau un petit exemple, ce sera le plus simple. Donc, j'ai ma petite app ici qui montre des moutons venus de l'espace. Et pour tout ça, je vais utiliser des control flow. Alors, les control flow, ce qu'on appelle généralement control flow, c'est tout ce qui est if, else, for, ce genre de choses. Et historiquement, ce qu'on faisait avec Angular, si je prends le composant ici, c'est qu'on avait des ng for, des ng if, ce genre de choses. La contrainte de ça, c'est d'une part, c'est pas le plus lisible. Quand on a des tags avec des classes et des genres de choses, il faut pouvoir Oui. Tu peux zoomer un petit peu, tu me connais. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Je peux encore zoomer. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est mieux déjà, ouais, merci. Je peux encore un tout petit peu zoomer, comme ça tu pourras voir plus facilement. Ouais. Et le problème, c'est vraiment la lisibilité. C'est pas idéal, ça marche, mais c'est pas idéal. Et en devant refactorer ces control flow, ils se sont dit on peut utiliser une syntaxe beaucoup plus sympathique, qui va ressembler, pour vous qui êtes dans le monde .NET, à ce que vous voyez dans Blazor typiquement, avec un add for, et on va pouvoir juste reprendre nos éléments et faire quelque chose comme ça. Ce qui, en termes de lisibilité, est beaucoup plus naturel, parce qu'on a l'habitude en tant que développeur de voir des for, des if, ce genre de choses, que de devoir chercher au milieu d'un tag. Alors ici, il n'est pas content parce que historiquement, dans le ng4, il n'y a pas besoin d'avoir d'éléments pour traquer les changements. Ils l'ont rajouté dans le ng4 très tardivement, mais c'était toujours une option. Maintenant, c'est devenu obligatoire, et donc on doit mettre un track qui permet de savoir comment il peut identifier chaque row dans une boucle. Et donc, typiquement, ici, j'ai un ID sur mon champ que je vais pouvoir utiliser. Alors, fonctionnellement, ça change rien. Tout fonctionne toujours. Mais en termes de lisibilité, c'est quelque chose de vraiment plus simple. Alors, on se doute bien que s'il y a ça pour les for, il va y avoir la même chose pour des if et pour des switch cases. Si je vais chercher le bon composant, hop là. Ici, j'ai un composant, et je pense que c'est ici peut-être le plus évident à quel point l'ancienne syntaxe n'est pas claire, parce qu'on se retrouve avec un if, else if, else. Et pour le comprendre, si on n'est pas bien réveillé le matin, on ne le voit pas, quoi. C'est vraiment pas la syntaxe la plus lisible. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire tout simplement avec la nouvelle syntaxe, alors je vais remettre ma balise span comme ça, on a quelque chose de similaire, c'est simplement faire un at if, lui dire que je prends le nombre de likes et je dis qu'il est supérieur à 1000, et puis je vais pouvoir rouvrir ma parenthèse et je vais pouvoir faire un at else if, même chose, et ainsi de suite. Ce qui rend une syntaxe vraiment beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible pour la plupart des gens. Et on ne se perd plus. Un constat que j'ai fait sur projet, quand on a migré vers cette... S'il te plaît? C'est depuis quelle version on a ça? C'est arrivé en Angular 18. Ce qu'on a fait, j'ai migré 2 projets un peu significatifs avec cette nouvelle syntaxe. Mm-hmm. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de complexités qui étaient cachées et qu'on voyait pas dans nos composants. Des for dans des for, ou des if avec des if imbriqués comme ça. Chose qu'on ne ferait... C'est ça, chose qu'on n'aurait jamais fait dans du code TypeScript, dans n'importe quel langage. En fait, on aurait évité ça par le raisonnement naturel. Mm-hmm. Et en fait, on ne le voyait pas à cause du fait que c'était camouflé dans des balises HTML, par-ci, par-là. Et du coup, en fait, ça rendait le code non maintenable, mais on s'en rendait absolument pas compte parce que c'était camouflé, en fait. Maintenant, si j'essaye de comparer avec ce que je connais un peu mieux, et je pense les autres aussi, donc avec du Blazor par exemple, on a aussi cette notion, parce que nous on appelle le Razor qui fait ça, le hat quelque chose. Mais nous, le hat, c'est en gros, on switch dans le mode langage C#, on va dire mode serveur. Ici, tu peux faire la même chose. Là, tu as un @if, donc tu peux mettre n'importe quel code JavaScript, ou c'est des balises prédéfinies if, for? Non, je pourrais. Il y a at if, at else. Je pense pas qu'actuellement il y ait moyen d'écrire son propre at machin. Ouais, c'est ça. Voilà. Je pourrais pas créer ma propre fonction, par exemple, même ma propre fonction. Non, ça je l'ai pas encore vu. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas encore vu faire. Je pense que ça pourrait arriver, mais pour l'instant, c'est déjà une bonne base. Par contre, là, tu peux mettre le code JavaScript que tu veux. Je l'ai changé. A priori, on va voir que ici, mes emojis, elles sont toujours bien présentes. Donc, fonctionnellement, ça fonctionne de la même manière. Le dernier élément que je voulais monter, c'est le switch. Et typiquement, hop, j'avais déjà préparé le code comme ça, on me voit pas refaire 20 fois les mêmes copier-coller. Ça, j'ai pas besoin. Mais ils ont mis 18 versions pour en arriver là. C'est con. Non, en fait, il y avait tout ce qui était ng4, ngif, qui était là, et qui fonctionnait très bien.
Le problème, c'est que ces choses-là étaient liées à Zone. Ils se sont dit, ah ben, on veut se débarrasser de Zone, comment on fait? Et ils en ont profité pour améliorer la syntaxe en même temps, en fait. C'est la syntaxe qui a changé, quoi. Ouais. Mais La syntaxe a changé, et en changeant la syntaxe, en fait, on a même gagné en termes de performance. Parce que ces éléments-là, oui, c'est génial, et ça marche très très bien. Là, j'ai mis un switch case, mais alors la partie est plus géniale, je pense, c'est que tu as juste à exécuter une commande du leur CLI, et tu migres tout ton projet à cette nouvelle syntaxe. Et t'as vraiment quasi aucun effort. Alors, je recommande toujours d'aller voir ce qu'ils ont fait parce qu'il y a encore moyen d'optimiser parce que c'est un bête script qui fait de la migration. C'est a priori pas aussi malin que ce qu'un développeur peut être. Mais juste en migrant et en exécutant ça, tu peux gagner des performances sur ton application sans rien faire d'autre. Ils se sont inspirés de quoi pour... Ils se sont pour la syntaxe, ils sont inspirés a priori de moustaches, des templates moustaches et ce genre de choses. Mais ils s'inspirent de plein d'autres choses. Et ils ont aussi fait appel pas mal à la communauté parce qu'au départ, c'était pas des hâtes, ils utilisent un autre symbole. Peut-être, je ne sais pas. Mais typiquement, au départ, la syntaxe n'utilisait pas le arrobase. Ils utilisaient autre chose et la communauté était en mode votre symbole là, c'est pas pratique. Le arrobase est beaucoup plus naturel pour nous. Et donc, ils ont fait le switch. Donc voilà, ça c'était vraiment la première étape qu'ils avaient besoin parce que s'ils continuaient avec les directives, en fait, ils étaient bloqués sur Zone. Et ça a été vraiment la première étape qu'ils ont mis en place et qui aujourd'hui est standardisée. Et franchement, je recommanderais à tout le monde qui peut le faire de l'utiliser en fait dans leur projet. Si on a Angular 18, allez-y. Angular 19, même chose. La syntaxe est plus simple et elle est plus pratique. On est à quelle version pour le moment? Donc tu dis ça a paru en 18 et ça maintenant on est à... Et maintenant on est en 19. La 20 sortira sans doute au mois de mai. Donc on est c'est tous les 6 mois qu'il y a une nouvelle release. Donc généralement on en a une. Ouais. On en a une en mai et l'autre arrive en novembre, fin octobre, novembre, quelque chose comme ça. Et toi tu conseilles souvent, enfin ce qu'on faisait déjà avant, de migrer, donc de switcher directement vers les dernières versions au fur et à mesure? Alors moi je recommande de migrer régulièrement. Parce que migrer, c'est un effort, mais si on le fait régulièrement, c'est plus facile, d'une part. Alors, il n'y a pas besoin d'être sur la dernière version le jour où elle sort. Je ne le recommanderais pas quand on a une application qui va en production et qu'il y a des trucs sensibles. Mais se dire que on a un planning pour migrer tous les 6 mois pour être... je sais qu'on a des clients qui disent on reste toujours sur la dernière version -1. C'est valable. Les projets où j'étais, généralement, on attendait 3 mois avant de migrer, comme ça, toutes les petites choses qui sont embêtantes, on sait qu'elles ont été déjà nettoyées. Donc voilà, mais en règle générale, ils ont rarement cassé quelque chose significativement sur les dernières versions. C'est quand même rapide, hein. Tous les 6 mois, c'est costaud. Ouais, c'est chaud. Hein. Ouais. Et pourtant, ce qui est étonnant, surtout sur les dernières versions, c'est à quel point tous les 6 mois, on a des nouveautés, quoi. Parce que pouvoir continuer à venir avec des nouveautés, il faut pouvoir le faire malgré tout. Et qui est-ce qu'il y a derrière Alors, à l'origine, c'est Google. C'est Google qui a créé Angular. Et la core team de Google de Angular est encore Google. Mais le GitHub repo d'Angular est disponible à chacun. Et quand on regarde, il y a vraiment beaucoup d'interactions avec la communauté qui dit mais pourquoi on fait ça ou pourquoi on fait pas ça. On va voir dans les prochains slides. Il y a des éléments qui sont apparus dans la syntaxe parce que la communauté est mis en mode mais on a un besoin pour ça en fait. Ça marche. On sait pas le faire, on en a besoin. Mais c'est Google qui est derrière, a priori. C'est Google qui est derrière, oui. Il y a quand même une société, c'est pas que de la communauté, quoi. Il y a quand même une boîte derrière qui gère ça. Et des choses Non, il y en a très très peu. Ou alors t'as 10 versions pour migrer, donc à un moment, à toi d'être un peu responsable. Une des choses qui a fait qu'apparemment Angular a pas mal évolué, c'est que Google s'est mis à l'utiliser en interne encore plus qu'avant. Et en l'utilisant en interne, ils se sont rendus compte de tiens, ça c'est embêtant. Ça on n'a pas le niveau de performance. Fondamentalement, le bon vieux own your dog food, eat your own dog food, basiquement c'est ce qu'ils ont fait et c'est comme ça aussi qu'on a eu autant de changements qui sont apparus. Et en parlant de changements, le plus gros changement, je pense, qu'on a eu, c'est les signaux. Signals en anglais. Alors, qu'est-ce que c'est un signal? J'ai un exemple très simple pour vous expliquer ce que c'est. Faut imaginer une boîte. Jusque-là, je pense que vous êtes tous capables, on reçoit tous des colis Amazon, vous voyez votre boîte Amazon. L'idée de cette boîte, c'est qu'on va mettre quelque chose dedans. Jusque-là, rien de rocambolesque, on va mettre notre petit mouton dedans. Est-ce que ça va ressembler dans du code Angular? On va définir un type primitif qui s'appelle un signal.
avec un générique pour dire c'est un mouton, c'est un chien, enfin un peu ce qu'on veut, et fournir la valeur. À un moment, on va devoir accéder à notre valeur. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est utiliser notre champ avec des parenthèses. Alors, ça va être très fonction comme ça. C'est pas une fonction, mais ça y fait penser. Et ça va permettre d'ouvrir la boîte et de voir ce qu'il y a dedans. Alors, un moyen très simple que je tendance à utiliser pour dire, c'est si on prend une boîte et qu'on l'ouvre, c'est à peu près comme si on prenait les parenthèses et qu'on les ouvrait. C'est à peu près la même logique. Et donc, on va pouvoir récupérer notre valeur. Jusque-là, tout le monde se dit, génial, vous avez réinventé le wrapper, il n'y a rien d'incroyable à ça. La petite astuce, c'est que ça s'appelle signal pour une raison particulière. C'est que quand on ouvre la boîte, on déclenche un signal. Et ce que ça fait, ce signal, ça veut dire, en fait, moi qui ai ouvert la boîte, je suis intéressé par le prochain update sur la valeur de ce signal. Pas les 20 suivantes, juste la suivante. Ce qui permet, typiquement, si on réfléchit un peu, quand on utilise ça, d'avoir une espèce de mécanisme publisher-subscriber. Sauf qu'on est juste intéressé par la prochaine valeur. On dit, prochaine update, je le veux bien. Et quand on a le prochain update, on peut dire, moi, je veux encore le suivant, et ainsi de suite. Mais ça permet qu'en fait, on ait vraiment savoir qui est intéressé par ce update, et on ne doit plus essayer de chercher, il y a quelqu'un qui est intéressé par ce truc? Donc c'est là où... Dans le code, j'ai pas bien compris. Ça va se faire dans le code. Je vais te montrer du code dans 3 coups, enfin, même pas, dans un slide, je pense. Et tu vas comprendre tout de suite comment ça fonctionne. C'est comme un système de bus, quoi, en gros. Tu envoies. Oui, d'une certaine manière. Signal sur le Pour vous donner juste un aperçu, ça, c'est tout ce que les signaux vont ajouter. Alors, je vais vous montrer chacun un par un, comme ça, vous allez voir d'où on vient. Ouais. Alors, je reprends mon petit cas. Ce que je vais faire, c'est simplement, je vais mettre un signal derrière ce bouton like pour qu'on puisse incrémenter la valeur. Alors, je vais descendre un peu dans mon code. Ce que je vais faire, c'est définir ici. Encore que tu zoomes un peu. Hein. Hop. Mais je peux faire quelque chose d'autre, je pense, qui va aider. Hop. Hop. Je vais le passer en light. À mon avis, tu seras plus facilement le lire comme ça. C'est déjà mieux, mais c'est encore petit. Hein. Ah là là. Regarde, comme ça, c'est assez grand. Ah, c'est beau. Donc, ce que je vais faire, simplement, c'est que je vais pouvoir définir ici mes likes et définir que c'est un signal d'un nombre. Alors, je vais leur lui donner une valeur par défaut. Et donc, jusque-là, je définis juste un champ comme on l'aurait, sauf qu'au lieu d'être un nombre, un string, c'est un signal de quelque chose. Donc là, ce qui veut dire que, voilà, je le crée, je l'instancie juste. Ouais. Ce qui veut dire que ici, je vais juste remplacer ça par le likes. Et jusque-là, tout ce que ça va afficher, c'est 0, parce que j'affiche juste la valeur qu'il y a dans mon signal. Mm-hmm. Quand je clique dessus, je vais voir le mettre à jour. Pour le mettre à jour, il faudrait que je mette le 10. Point like. Je vais avoir 2 solutions. Soit un set. Le set, c'est juste, j'écrase la valeur, j'en ai rien à faire. L'autre, c'est l'update, ce qui m'intéresse le plus, où je vais pouvoir avoir la valeur actuelle et faire une modification par rapport à cette valeur actuelle. Ou l'utiliser pour calculer quelque chose. Ce que ça va permettre, du coup, c'est que maintenant, si je clique, on voit que ça se met à jour. Où c'est intéressant, c'est qu'en fait, vu que je sais exactement qui est intéressé par l'update, je peux me contenter de prévenir ces personnes-là et le limiter à ce scope-là. Alors, jusque-là, c'est très sympa, mais juste avoir des signaux comme ça tout seul, on fait pas grand-chose à part avoir des valeurs où je fais des plus. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les interconnecter ou de pouvoir avoir un peu de réactivité par rapport à ceci. Dans mon exemple ici, j'ai un champ où je peux faire théoriquement une recherche. Ça ne marche volontairement pas. Mais l'idée, c'est qu'on puisse automatiquement réagir en fonction de ce qui se passe là. Alors, pour ce faire, je vais leur modifier quelques petites choses. Et ce qui va montrer aussi un petit peu les interactions qui existent entre les différents éléments dans Angular. Alors, historiquement, ce qu'on va faire, c'est que j'allais appeler un service qui me permet de faire une requête HTTP et de lister tous les éléments avec un observable. Les observables, c'est bien, mais c'est généralement complexe, surtout quand on y arrive, quand on commence à les utiliser, et parfois on n'a pas besoin de toute cette complexité-là. Donc ils ont déjà prévu une interopérabilité, parce que les observables sont prévus pour faire de la synchrone, les signaux, c'est du synchrone. Donc c'est vraiment 2 choses différentes, mais c'est bien qu'ils puissent interagir l'un avec l'autre. Donc je vais pouvoir déjà définir que... je vais prendre ceci. Je vais le mettre juste un poil plus bas, comme ça c'est un peu consistant avec le reste. Je vais pouvoir dire que ceci,
plutôt que d'appeler tout ça dans le init et tout ça, je vais pouvoir appeler ceci. Mhm. Alors jusque-là, j'ai un observable, mais je vais pouvoir très naturellement le convertir en signal avec un toSignal, qui en fait va convertir mon observable automatiquement en signal, ce qui est beaucoup plus simple en termes d'utilisation. Je n'ai pas besoin de me préoccuper des subscriptions et ce genre de choses. Et en plus de ça, parce que comme mon IDE me le dit, soit j'ai quelque chose, soit j'ai rien. Et je peux aussi fournir une valeur initiale. Hop. Et visiblement, je ne trouve pas mes touches, mais ça va aller. Hop. Pour éviter justement d'avoir à gérer les undefined. Donc ici, j'ai juste écrit un tableau vide. Ouais. Quand j'ai ça, c'est déjà beaucoup plus sympa pour interagir avec d'autres signaux. Je vais faire la même chose. Ceci, c'est juste la valeur sur laquelle j'ai bindé ma recherche. Et je vais juste dire que c'est un signal avec un string. Hop. Quand j'ai fait ça, j'ai deux signaux. Et l'idée, ce serait de pouvoir calculer ma liste de moutons automatiquement sur base de ces valeurs-là. Et comme ça, quand il y en a une des deux qui change, automatiquement, ma liste, elle est correctement affichée. Pour ça, je vais pouvoir juste créer un champ et je vais avoir un autre type de signal qui s'appelle un computed. Donc, littéralement, quelque chose qui est calculé. Alors, je vais lui dire de quel type ça va être. Et je vais pouvoir lui fournir une fonction pour lui calculer la valeur. Dans ce cas-ci, ça va être quelque chose de relativement simple. Je vais juste mettre ça à la ligne, comme ça tout rentre sur l'écran. Je vais pouvoir prendre ma liste de celebrities. Je vais prendre la valeur dedans. Je vais pouvoir les filtrer. Et je vais pouvoir dire que si le celebrity.name ou uppercase inclut typiquement mon search query, this.search query to uppercase, hop, je vais mettre les parenthèses, a priori, je suis intéressé par cette valeur-là. Ce qui va se produire, c'est qu'à chaque fois que soit ce signal-ci, soit ce signal-là va changer, ma valeur va être recalculée automatiquement. Je n'ai pas besoin d'écrire de logique, il va le faire tout seul. Ce qui veut dire que, théoriquement, et c'est là où j'ai loupé un truc, oui, c'est logique. Ici, j'ai changé quelques éléments. Je vais plus me contenter d'aller chercher sur là-dessus, je vais aller chercher mon filtered. Et automatiquement, je vais pouvoir à ce moment-là faire une recherche et il va se calculer automatiquement sur les données que j'ai mis à jour et il se met automatiquement à jour vraiment localement. Et donc, j'ai une valeur qui est calculée de manière assez simple. Une autre manière dont vous pourrez vouloir réagir à un changement, c'est de se dire, si ma valeur change, je dois faire quelque chose. Mais c'est pas nécessairement calculer une autre valeur, c'est peut-être juste, je vais afficher une notification ou ce genre de choses. Pour ce faire, on va prendre le cas que j'avais tout à l'heure où on peut liker un bouton et je voudrais potentiellement pouvoir dire, quand il y a le nombre de likes change, je voudrais afficher une notification. Pour faire ça, on va généralement le faire dans le constructeur parce qu'on a besoin d'être dans ce contexte-là pour instancier ce type de signal. C'est ce qu'on va appeler un effect. Et l'effect, c'est jamais qu'une fonction qui va être exécutée quand un signal va changer de valeur. Alors, comment il identifie... Au niveau de React, c'est un peu le même principe. Oui, exactement. Ça fait très penser au hook de React, sauf que ici, c'est un effect. Comment il identifie quels signaux sont pertinents pour lui? Tout simplement les signaux qui vont être ouverts dans la fonction. Donc, dans mon cas ici, je vais juste aller prendre un service pour afficher les notifications. Comme ça, on peut le faire. Hop. Et je vais pouvoir dire simplement que mon notification... Le inject que tu utilises, c'est pour récupérer un service injecté, c'est ça? C'est ça. Avant, on le faisait par le constructeur. Ouais. Ils ont rajouté le inject récemment pour pouvoir l'injecter comme ça. En règle générale, c'est plus facile, entre autres, dans les tests unitaires où on peut setuper tout l'environnement. En fait, on va lui fournir les dépendances et il va utiliser le inject correctement, proprement comme ça. C'était le mot inject que je trouvais... Pour moi, inject, c'était injecter, donc c'était l'action de le mettre, alors qu'ici, c'est la fonction qui récupère, je suppose. Oui, c'est l'injection de dépendance comme on a l'habitude de faire, juste que c'est le inject qui le fait, plutôt que de le faire dans le constructeur. C'est marrant, mais ça ressemble de plus en plus à quelque chose, mais je vois pas si, en Blazor, tu as la même chose, mais tu as l'attribut inject, attribut inject. Ouais. Typiquement, c'est ce qu'on aurait eu dans du Java aussi. Il y a le @inject qui existe pour mettre sur un champ. Voilà. Il paraît que la version 20 d'Angular, on pourra injecter du code .NET, ce que j'ai entendu. Si c'est du Wasm, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas.
Ouais, tout à fait. Bon, ça pourrait déjà fonctionner maintenant, puisque si tu crées Voilà. un WebAssembly, il est disponible en Voilà. HTML, donc forcément dedans aussi. Et donc ici, je vais juste aller chercher ma valeur. Et parce que fondamentalement, je l'ai ici, cet effect va être trigger à chaque fois qu'il change. Il y a quelques éléments à savoir avec le effect. En 18, on ne pouvait pas, par défaut, modifier un autre signal dans le effect. Parce que c'est évidemment, on peut créer des boucles infinies comme ça. Mhm. À partir de 19, on s'est nouveau autorisé. Ils ont trouvé une solution pour éviter les boucles infinies. Mais ça n'empêche que c'est quand même pas recommandé parce que c'est pas nécessairement très logique que on a envie de le faire à cet endroit-là. En 18, il faut vraiment être prudent parce que si on le fait et qu'on n'a pas activé, le code va même pas s'exécuter. J'ai eu un projet où j'ai un développeur qui me disait « Mais je comprends pas, mon code il est pas exécuté. » Et en fait, il y avait 5 fonctions dans son code et en fait, au final, il allait mettre à jour un signal et ça s'exécutait pas. Donc, il faut être un peu prudent avec ce effect. Mhm. Mais fondamentalement, c'est si je veux réagir à un changement d'un signal, je peux faire quelque chose. Si tout se passe bien, voilà, on voit qu'il déjà, vu que je l'ai initialisé à 0, il va s'afficher. Et donc, à chaque fois que je vais cliquer, il va activer ce morceau de code et l'exécuter. Ouais. Alors, quand on a un effect, on pourrait se dire, OK, c'est gentil, j'ai quoi définir un champ, j'ai quoi réagir au changement, calculer des changements. Mais une chose qu'on fait beaucoup entre composants, c'est ce genre de choses, c'est pouvoir injecter une donnée du composant parent vers un enfant, voire pouvoir les remonter de l'enfant vers le parent. Historiquement, on le faisait avec un input, mais là, à nouveau, on passait par tout ce qui est zone et ce genre de choses. Et donc, avec Angular 18, en fait, on n'a plus besoin de ça. On va pouvoir utiliser un nouveau type de signal qui va être un input. On peut toujours dire s'il est required ou pas. On doit toujours lui fournir le type. Alors, merci l'autocomplete, mais c'est pas ça. C'est beau l'IA quand elle essaye de t'aider, mais parfois elle ne t'aide pas bien. S'il y en a plein qui font des erreurs, ils te proposent des erreurs. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Et en fait, ça va juste être ça. Donc, on fait un input, on peut dire qu'il est required ou non, le type. Ouais. Et la beauté de la chose, c'est que j'ai juste changé ce morceau-là. Alors, je vais devoir changer un tout petit peu de code ici, parce que vu que j'ai un signal, je vais mettre mes parenthèses. Mais du point de vue de l'appelant, ça ne change rien du tout. L'appelant, pour lui, c'est comme s'il avait un input, on n'a rien à changer de ce côté-là. Mm-hmm. On verra d'ailleurs qu'il y a des outils pour migrer vers ce genre de choses. Donc, ce que j'ai changé, fondamentalement, on voit rien qui a changé. Parce que c'est à ce point-là transparent dans l'utilisation. On avait des outputs quand on voulait remonter de l'information de l'enfant vers le parent. On peut toujours le faire, mais sauf qu'au lieu d'utiliser un output, je pense qu'on peut assez naturellement deviner qu'on va avoir un output comme signal. Alors, je vais dire que je vais renvoyer un nombre. Hop, il n'y a pas besoin de valeur par défaut. Et en fait, on va avoir la même mécanique que ce qu'on avait avec un output. Et dans mon cas, si je veux, je peux remonter ce genre de choses. Et l'aspect où ils ont été un peu malins, c'est que le output utilisait un event emitter où il y avait une méthode emit pour remonter de la valeur. On va retrouver vraiment cette même méthode avec sa même signature ici, ce qui fait qu'on viendrait juste à changer le type ici. C'est transparent pour le reste du code. Alors, je vais prendre cette ligne-là et comme ça, je montre vraiment que ça remonte parce que on peut me croire sur parole, mais je préfère montrer les choses. Donc ici, fondamentalement, dans mon code, maintenant dans mon HTML, je peux tout simplement fournir de la même manière qu'on l'avait avant, en fait, un like change, et je peux fournir une méthode pour réagir à l'événement. Tu peux rappeler ce que ça fait, les parenthèses? Alors, les parenthèses, quand on a des parenthèses, c'est typiquement de la donnée sortante de l'enfant, okay. Donc c'est un output. Ouais. Quand on a les square brackets, on envoie des données vers l'enfant. Ah, c'est ça, ouais. D'accord. Je vais créer ma méthode. Hop. On va appeler ça like, ce sera déjà un peu plus joli. Et du coup, ici, je vais juste pouvoir dire que c'est un like. Hop. Je vais juste vérifier que mon enfant, je l'ai bien changé comme je devais. Je vais virer le effect ici, comme ça, ça ne se voit plus. Hop. Et normalement, maintenant, si je clique, j'ai toujours ma notification sur ce produit.
sauf qu'elle ne se produit plus dans mon enfant, elle vient directement de l'événement qui s'est produit dans le parent ici, donc l'événement qui est émis là-dedans, juste ici. Alors là, j'ai du one-way binding, soit en descendant, soit en montant. L'étape suivante serait logiquement de pouvoir avoir du two-way binding, et c'est fondamentalement la prochaine étape de ce que je vais montrer. Au lieu de fournir ici, je vais fermer ceci comme ça, hop. Je vais convertir ceci, je vais dire j'ai plus besoin d'un output, et par contre je veux que ceci soit en two-way. Et pour ça, il y a un signal qui s'appelle modèle. De nouveau, je peux dire s'il est required ou non. Hop. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est qu'en fait, j'ai même plus besoin d'emit. Quand je vais faire un update sur ce modèle, il va automatiquement envoyer l'info aux parents. Alors, bien entendu, qui est required, il n'y a plus besoin de ça. Ce que je vais devoir échanger, c'est dans mon parent. Dire simplement que maintenant, le like, c'est plus un like change, je viens de retirer le output. Donc, je vais juste retirer ceci. Et tu disais, c'est quoi encore les parenthèses? Quand c'est tout et binding, on va utiliser crochet parenthèse. Ouais. C'est ce que la communauté Angular a tendance à appeler le banana in a box, parce que tu regardes, les carrés font comme une boîte et les parenthèses font des bananes. Il y a des gens qui ont beaucoup d'imagination, quoi. Ouais. Et du coup, je peux lui fournir un champ qui va être ici. Hop. Il est gentil, mais c'est pas ça que je veux. Je vais pouvoir dire simplement, comme je le faisais tout à l'heure, que c'est un signal avec un nombre. Et le 0 pour dire qu'il est initialisé. Alors, ce que ça va avoir pour effet, c'est que automatiquement, tous mes champs vont partager la même valeur maintenant. Et que je clique, on voit que tous les autres sont mis à jour. Preuve que le two-way binding fonctionne vraiment partout. Tout est mis à jour. Tous ceux qui sont bindés à ça vont recevoir l'information. Je vais peut-être remettre ça ici, comme ça on l'a. On va dire d'être complet. Constructeur, je n'ai rien besoin. Hop. Et je peux remettre mon effect. Comme ça, on continue à voir que tout se passe bien. Et du coup, maintenant, c'est 10.likes. Voilà. Donc, jusque-là, tout ce que j'ai, c'est du two-way binding, ce genre de choses. Une autre chose qu'ils ont ajouté, c'est qu'il y a moyen, ce qu'on appelle du querying dans nos pages, c'est pouvoir accéder à un composant enfant et pouvoir interagir avec dessus. Donc, typiquement, appeler ces méthodes pour accéder à ces champs. Et bien entendu, ils ont fait le nécessaire pour qu'on puisse avoir tout ça. Typiquement, je voudrais avoir mon composant de notification qui est dans ma page ici. Et tu m'as pas aidé du tout, doigt. Quand tes doigts sont pas bien sur le clavier, ça marche pas bien. Et en fait, au lieu d'avoir, avant on avait un view child ou un view children, maintenant on a juste de la même manière un view child où je peux dire que ce sera mon notification component. Et ce qui va me permettre que, si je voulais, je pourrais dire que quand mon notification component, alors il peut être nul, donc je vais faire, s'il est nul, je vais le passer au travers. C'est un signal, et je pourrais aller chercher le message dessus. Et pour le démontrer, on va faire quelque chose de très simple, on va juste faire un console log. Mais ça me permet d'accéder fondamentalement à mon composant enfant. Et ce qui va se passer, c'est que je vais voir si je peux zoomer ici. Tu me permettrais de zoomer, mon grand? Non, tu veux pas? Ça risque d'être petit, ça. Hop. Il veut pas zoomer. Mais fondamentalement, si je clique ici, on va voir que le message apparaît dans ma console. On voit. Ouais. Donc, en fait, on va pouvoir aussi prendre le contrôle au moyen de signaux sur d'autres composants. Et on ne s'arrête pas encore là, parce qu'ils ont rajouté... Juste une question, quand tu utilises comme ça un signal que tu as envoyé, que tu as utilisé, que tu as placé, il n'est pas retiré de ce qui est comparaison avec la queue ou une liste. Tu l'utilises, mais il pourrait être utilisé et récupéré aussi par d'autres objets ou d'autres pages. Oui, mais il aura jamais que la dernière version. Il ne connaît pas les autres valeurs, il connaît juste la dernière valeur. Ouais, c'est ça. Si tu veux mettre plusieurs valeurs, il faut créer soit plusieurs signaux, tu peux mettre des objets complets dedans. Ici, tu peux mettre des objets complets.
Ouais, c'est ça. Tu peux mettre des objets complexes si tu en as besoin. Ouais. Donc, il faudrait récupérer un Euh, objet, modifier la valeur dont tu as besoin et réinjecter l'objet dedans, quoi. mais tu me fais une transition vers quelque chose qui vient juste après. Euh, je me suis dit, ah, c'est pas mal des moutons, mais je voudrais pouvoir en ajouter. Si je fais ça, pour l'instant, ce que je dois faire, c'est créer une notification parce que le code n'est pas là. Mhm. La raison pour laquelle, en l'état, je ne sais pas le faire, c'est que si on regarde, on voit que mon search query, il est marqué, mon éditeur me dit que c'est un writable signal. Là où mon computed, c'est un simple signal. C'est parce qu'il y a deux types de signaux. Il y a des signaux qui sont dits écrits, où on peut écrire dedans, donc on peut les modifier, et d'autres qui sont juste de la lecture seule. Du coup, si je voulais rajouter un bouton, idéalement, je dois pouvoir rajouter soit dans celui-ci, soit dans celui-ci, la valeur, sauf que je ne sais pas le faire, parce que mon signal est read-only. Ce qui posait typiquement problème à pas mal de gens, parce qu'il y a des cas d'utilisation où on a besoin de pouvoir le faire. Typiquement, ce que je vais montrer là, c'est une des demandes qui est venue par la communauté Angular en disant on a un problème et on ne sait pas le gérer en l'état. Enfin, il y a moyen de tourner autour, mais c'est pas idéal. Et donc, ils ont ajouté ce qu'ils appellent des linked signals. Alors, en linked signal, on peut juste le voir comme un computed signal qu'on peut modifier. C'est la manière la plus simple de le voir. Et donc, une fois que Pourquoi on j'ai pourrait fait pas ça, modifier directement le computed signal? parce que le computed est read-only. Oui, mais pourquoi ils l'ont pas rendu non read-only au lieu d'en créer un autre, quoi? Parce qu'ils voulaient que le computed soit fondamentalement juste une valeur calculée d'autre chose, une valeur Ah ouais, dérivée, ouais. et non pas une valeur modifiable, ce genre de choses. Parce que ça rajoute tout un tas de contraintes quand on fait ce genre de choses. Ouais. Du coup, si maintenant je veux, à la création, faire quelque chose, je vais pouvoir prendre mon filter celebrities, et je vais pouvoir tout simplement, comme je le fais sur tout autre signal, appeler le update, et je suis en train de... C'est filtered, ou je l'ai appelé comment? Filtered, c'est bien ce que je pensais. Hop. Je vais pouvoir juste faire un update Mhm. en prenant ma valeur courante et en disant je vais prendre ma valeur. Alors, je vais pas pouvoir faire ça parce que mon mouton ne contient pas toutes les propriétés qui m'intéressent, mais je vais pouvoir dire sheep.name et occupation et à ne pas faire en prod, mais juste pour la démo, je vais le mettre en ini, comme ça il m'embête pas avec le typing. Et ce qui va se passer, c'est que maintenant, si je rajoute au hasard un mouton, il est ajouté ici. Ça, en fait, ça permet de pouvoir modifier ce signal calculé. Là où je disais que tu me fais une transition toute faite, c'est qu'en fait, le linked signal, ici, j'utilise la syntaxe la plus simple. Mhm. Mais si on regarde un petit peu dans la doc, qui est de nouveau un peu trop petite à mon avis, Oui. il y a deux manières de le faire. Ça, c'est la manière que j'ai utilisée avec la syntaxe la plus simple. Mhm. Mais il y a moyen de lui dire, en fait, j'ai mon signal. Ça, c'est la source, donc les données de base où tu devrais aller chercher. Et tu as une méthode pour dire comment je le calcule. Et comment je le calcule, tu as les données sources, mais tu as aussi la valeur précédente du signal. Ce qui permet potentiellement de faire des calculs plus fins en disant, tiens, dans ma valeur précédente, c'était ça, ma source a changé, est-ce que je peux toujours garder cette valeur-là ou pas? Ouais. Donc, il y Ouais, a ou vraiment... adapter, ouais, c'est ça. Tu peux Ouais, l'adapter uniquement si s'il y a une nouvelle valeur, si elle a changé ou des choses pareilles. tout à fait. Mhm. Donc, c'est vraiment beaucoup plus de possibilités que ce que faisait un simple signal ou un simple computed. Ouais. La dernière chose que je veux montrer avec ces signaux, c'est tout ce qui est HTTP. Hop. Historiquement, quand on fait du HTTP en Angular, on passe par le HTTP client, et quand on utilise HTTP client, on a des observables. Mhm. L'idée, c'est que les observables, c'est bien, mais c'est un certain niveau de complexité. Quand je fais bêtement des gets sur une API, c'est peut-être un peu overkill. Quand c'est un simple get. Et donc, ils ont voulu rajouter quelque chose qui s'appelle une ressource. Et on va voir dans un instant pourquoi j'en fais le lien avec les signaux. Et une ressource, fondamentalement, alors je vais pas prendre la ressource, je vais prendre la RX resource. Alors RX pour RxJS, d'où viennent les observables. Il existe aussi la ressource, et je montrerai la différence. Et je vais juste pouvoir dire, hop, si je ne dis pas de bêtises, qu'est-ce que j'ai mal fait? Hop, ah oui, il n'y a pas besoin de dire return. Hop, qu'est-ce que il n'est pas content pour? Peut-être parce que je n'ai pas donné le type.
C'est toujours pas content. Ah oui, si tu mets le type, tu dois mettre théoriquement. Hop. Et qu'est-ce qui ne va pas, mon grand? Là, je peux pas Suis- t'aider. Non, mais sinon, j'ai mon Git history. C'est toujours la bonne solution. Ça s'appelle le backup. Mhm. Je vais faire ça, comme ça, on ne perd pas de temps. Hop, force checkout. Après, oui, je le vois pas comme ça, mais ah oui, c'est une fonction. C'est pour ça. On doit passer un objet avec un loader et une fonction. Alors ici, j'utilise Rx. Donc typiquement, j'utilise encore mes observables. Et ce que ça va changer, c'est que dans ma galerie, hop, Maintenant, je avoir. reviens sur ça. Tu peux me Oui, réexpliquer parce qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Là, tu fais un get sur une ressource, donc un JSON, je pense. oui, Tu vas récupérer le contenu oui, du fichier tout à fait. JSON. Qu'est-ce qui est observable? Pourquoi tu crées un observable là-dessus? C'est-à-dire, Parce qu'en qu'est-ce fait, qui risque de changer? ce qui va changer, c'est que ça, le HTTP GET, normalement, t'envoie un observable où tu dois subscribe dessus. Ouais. Alors, les observables, c'est très bien, ça permet de faire énormément de choses en termes de réactivité. Tu peux joindre des observables ensemble, attendre la dernière réponse, ce genre de choses. Mhm. Mais en règle générale, la plupart du temps, quand on fait des HTTP GET, bon, on s'en fiche à peu de choses près des N réponses qui viennent derrière, on veut juste la réponse et puis c'est fini. Ouais, mais c'est Ce ça. qui Ouais. veut dire qu'il y avait un overhead assez significatif, Ok. qui a encore du sens dans certains cas, mais ici, on a quelque chose où on pourrait se contenter d'avoir juste un fetch si je prends du bête JavaScript. Ouais, c'est ça. C'est plus une optimisation par rapport au Voilà, code existant, quoi. Ok. c'est ça. L'endroit où ça vient se mélanger avec les signaux, et il l'a déjà fait parce que j'ai je vais recevoir une ressource ici. Et en fait, la ressource, elle a un peu plus d'infos que juste un simple signal, parce qu'on voit que c'est un type ressource ref. Alors, il permet toujours de l'interopérabilité. Si on regarde ma ressource, elle va être utilisée, je pourrais l'utiliser ici. Je vais pouvoir utiliser ma ressource, point .value. Et en fait, le point .value, si on regarde, c'est un signal. C'est de nouveau un signal, c'est toujours un signal. Donc en fait, ils ont intégré les signaux dans ce mode de fonctionnement. Autre élément intéressant, c'est que hop, je peux avoir sur ma ressource un statut pour me dire ça s'est bien passé, est-ce que je suis en train de reloader, est-ce que c'est résolu, et je peux même reload les données. Alors, je vais reprendre mon exemple. On voit que j'ai affiché le statut de ma requête et maintenant il me dit resolved. Si je clique sur le bouton reload qui appelle le reload sur ma ressource, en fait j'ai une requête HTTP qui part à chaque fois. Si je venais à dire je me mets offline et je reload, je vais avoir le statut en erreur. Donc en fait, on va avoir beaucoup plus d'infos que sur un simple observable où on doit gérer les erreurs et ce genre de choses. Ce qui est somme toute assez sympa. Si je me mettais sur une connexion vraiment lente, on voit le statut reloading qui apparaît. Donc on a vraiment toute cette finesse qui apparaît, mais tout ça ne sont que des signaux en fait à l'intérieur sur la manière dont c'est géré. Et ça, c'est eux qui l'ont adapté, les signaux, pour l'aspect HTTP. Voilà. Il utilise là, en fait, la ressource. Là, elle n'attend qu'une promise. Enfin, la RX ressource, elle attend un observable. Fondamentalement, hop, si je reviens et que je change mon service, hop, je pourrais simplement dire que si je veux pas du tout utiliser de ressources, hop, pourrais utiliser un simple fetch. Tout ce qui est plus classique en JavaScript. Et là, il va gérer la promise. Ce qui risque d'arriver dans les prochaines versions, c'est un HTTP resource. Parce qu'ils se rendent bien compte que l'utilisation première de ce genre de choses, c'est faire du HTTP. Qui potentiellement allégera encore la syntaxe en disant j'ai pas besoin du fetch, j'ai pas besoin de qu'on pourrait chercher le JSON ou ce genre de choses. Mais du coup, on va encore une étape plus loin. Ils sont en train de pouvoir convertir tout ce qui est simple et qui peut fonctionner simplement avec un signal en signal. Il y a des choses qui manquent encore, mais on est en train d'aller dans cette direction-là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont déprécier les observables, parce que les observables vont être utiles quand on doit joindre trois process asynchrones en parallèle ou ce genre de choses. L'observable est très bien pour ça. Mais quand j'ai des simples choses comme une simple requête HTTP qui récupère une liste de quelque chose, c'est overkill. Ouais. Et donc, en fait, il y a déjà tous ces mécanismes-là qui ont été intégrés avec des signaux. Alors, tous ces mécanismes... C'est nouveau depuis la 18 et ça. Hein. Il y a une partie, c'était en 18, il y a des choses qui sont arrivées en 19. Typiquement, les linked signals, les ressources, c'est du 19.
mais ça continue d'avancer de ce côté-là. Mhm. Alors, comme pour le reste, ils ont été gentils, ils mettent au fur et à mesure, quand les fonctionnalités sortent de développeur preview, des schématiques pour migrer automatiquement. Donc, il y a moyen déjà de migrer tous les inputs en signal input, tous les outputs en output signal, et tout ce qui est, ce que j'ai monté, les view chat, des genres de choses, aussi automatiquement vers des signaux. Donc, de nouveau, c'est des choses qui peuvent se faire automatiquement sans qu'on ait besoin d'écrire particulièrement du code, c'est juste exécuter une commande pour migrer. Ouais. Et ça marche bien, ces aspects de migration? Tu as eu l'occasion de regarder? Ceux-là, franchement, les signaux. Le seul schématique de migration sur lequel j'ai eu un jour de difficulté, c'est quand on a migré vers standalone component. Mais le reste fonctionne vraiment très bien. C'est relativement simple comme migration et donc ils le font très très bien. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a un migrateur vers Blazor par hasard? Pas à ma connaissance. Mais parce que tu insistes, et pourquoi ces signaux sont aussi importants? Ça, c'est un benchmark des technologies front. Non, j'ai déjà Et vu Angular, celui-là. qui a été très longtemps derrière React et Vue, aujourd'hui, les performances sont triées par du meilleur vers le pire. Angular est devenu plus performant que Vue, que React, et alors parce que Adrien insiste, que Blazor. Ouais. Je vois que tu jubiles. Ouais, et tu me charriais, il fallait bien que je te resserve. Mais fondamentalement, en fait, Angular est passé d'être, je veux dire, en termes de pur JavaScript framework, troisième d'entre Vue, React et Angular, à premier en termes de performance. Et on est encore sur des choses où ils ont juste les contrôles flow, ils ont les signaux, ils sont encore en train de travailler sur Zone pour essayer de l'améliorer. Donc, on est vraiment sur le point où, en fait, Angular qui a été considéré comme lent ne l'est plus, en fait. Il est complètement dans la même compétence que tous les autres frameworks, et ce, en faisant toutes les fonctionnalités qu'il fournit déjà, qu'on n'a pas de base dans React, où on a besoin de choisir un petit peu ce qu'on veut quand on veut faire du HTTP, quand on a besoin de faire du routing et ce genre de choses. Donc tout ça est présent aujourd'hui et facile. Mais c'est impressionnant de voir l'évolution, je vais dire, la manière dont dont Angular avance, tout ce qui est fait. Et ouais, Ouais. la manière, comme tu dis, avoir des versions à peu près tous les 6 mois, faut dire aussi, il y a des matières à devoir ajouter, quoi. Mais moi, par contre, la question que je me pose avec ce genre de choses, après, je sais pas si c'est le moment, enfin, si on peut poser les questions éventuellement maintenant, mais par rapport à cette évolution aussi rapide, quel est le coût en entreprise? Parce qu'en soi, est-ce que tu as besoin de migrer à chaque fois qu'il y a une nouvelle version qui arrive? Alors, tu n'as pas besoin, mais de mon expérience, il est plus simple de migrer de manière régulière parce que tu as tes habitudes. J'ai fait l'année passée une migration d'Angular 10 à 18. Les premières versions, tu galères, quoi. Parce qu'en plus, tu as tes dépendances qui sont pas Angular, qui, elles, tu dois vérifier quelle est la bonne version, comment elle se comporte quand tu migres, ce genre de choses. Que quand tu as l'habitude de le faire, en fait, c'est plus naturel. Et le point aussi, c'est que j'ai eu beaucoup d'équipes qui disent « Oh, on va pas migrer cette fois-ci ». Et quand la nouvelle version arrive suivant, ils font « Oh non, on le fera pas cette fois-ci ». Et là, t'es dans la porte ouverte pour avoir 15 versions de retard rapidement parce que tu dis « Oh ben, je le ferai jamais ». Alors qu'il y a des chemins d'upgrade, parce que quand tu fais un update, il essaie déjà de migrer tout ce qu'il peut, et il te propose tout ce qu'il peut migrer. En fait, il essaie de te mettre le moindre effort à migrer et que tu profites de toutes les nouveautés. C'est pour ça que je dis, la plupart des gens, les GNU contrôle flow, migrez-les. Vous gagnez en performance et ça vous demande pas beaucoup d'efforts. Tu ne peux pas... Quand tu parles de migration, c'est utiliser les nouvelles fonctionnalités, mais tu ne peux pas utiliser le moteur, parce que je suppose que derrière ça, il y a un compilateur aussi. Oui. Tu ne peux pas utiliser les dernières versions, en gros, du compilateur, mais sans avoir les nouveautés. Et utiliser les nouveautés que sur les nouvelles pages ou que quand tu fais des modifs, par exemple. Si, tu peux le faire. Mais j'aurais même tendance à dire que quand tu migres, quand tu ouvres un composant et que tu vas faire de la mise à jour, profites-en pour la mettre à jour. Mais quand tu as les schématiques que je montre, là, les petites lignes de commande, tu exécutes, tu attends une minute derrière ton écran, et c'est migré. Et tu gagnes en performance, en efficacité. J'ai envie de dire, ça a peu de choses près, comme si on disait demain dans ta voiture, au fait, si tu appuies sur ce bouton-là, la voiture, elle va consommer moins, elle va avoir 100 chevaux de plus, et tu n'as rien d'autre à faire qu'appuyer sur ce bouton-là. Ouais, mais je comprends. À part les gens qui ont peur. Dès que tu modifies du code, il y a potentiellement aussi des risques, même s'il y a des aspects automatiques, mais il y a potentiellement des risques
Oui, de régression. De problèmes, De régression. Ou de régression, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, Je vais être très franc. Tu peux le faire quand même. J'en ai jamais vu. En fait, j'en ai jamais eu. En tout cas, sur les contrôles flow, sur les signaux, j'en ai jamais eu. Ouais, ils ont l'air de passer et j'ai migré des migration. Ouais. C'est ça. Et j'ai migré des projets qui n'étaient pas tout petits en termes de taille, quoi. Donc, en règle générale, les updates d'Angular lui-même se passent très bien. Ouais. Les endroits où le bas blesse, c'est quand tu as des dépendances par-ci par-là que tu dois essayer de mettre à jour et qui, eux, sont moins sympathiques dans la migration. Mm-hmm. C'est vrai que nous, au niveau .NET, puisqu'encore une fois, on se rapproche plus qu'on connaît, il y a rarement, il y en avait avant, mais il y en a moins maintenant, je pense, des outils de migration comme ça. Donc, c'est-à-dire que tu as des nouveautés, tu as des nouvelles fonctionnalités, tu les utilises ou pas, mais il va pas te rendre du code en disant, tiens, je te rajoute des nouvelles fonctionnalités qui vont optimiser ton code, quoi. En .NET, tu as un upgrader, hein. Tu as un tool qui est développé par Microsoft qui est .NET Upgrade. Qui permet de faire ça entre les versions, entre la 7, la 8, la 9 ? Ouais. Ah ouais, tu vois, j'apprends un truc. Sinon, il y a un autre outil qui existe qui s'appelle OpenRewrite qui peut faire ça. Pourquoi ? Pour Angular ? Je l'ai rien vu pour Angular, mais il fonctionne pour Java, il fonctionne pour .NET aussi, je viens de vérifier. Ah ouais. Et il fonctionne pour .NET aussi. Et ils ont des recettes qui peuvent être exécutées soit pour de la migration, soit pour avoir ta code base qui est à peu près toujours de la même manière qu'on écrit les choses et ce genre de choses. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. Il faudra aller voir ça. La dernière chose que je voulais parler, c'est que j'ai beaucoup parlé de mettre zone dehors. Et c'est vraiment vers ça qu'on y va. Et en fait, si les gens sont un peu curieux et veulent voir comment ça peut tourner, c'est pas très compliqué à faire. Il y a deux choses à changer. Je vais agrandir. Alors ça, on voit clairement qu'il dit que là, il faut utiliser zone pour faire la change detection. Il y a depuis Angular, je pense qu'il était déjà dans 18, un experimental change detection en zoneless. Alors, comme le nom l'indique, c'est expérimental, pas utilisé en prod. Mm-hmm. Mais si on veut tester sur son application, se dire comment ça se passe une fois que j'ai migré toutes ces choses avec les signaux, comment ça marche, c'est une bonne manière de le faire. Il faut juste encore aller changer une chose. C'est et si je veux bien zoomer, voilà, dans l'Angular JSON, il y a un polyfill pour Zone.js, il faut le retirer. Et à ce moment-là, je vais juste redémarrer mon application. Alors, dans mon cas, mon application, elle va fonctionner parce que j'utilise quasi que ces nouvelles choses. Mais ça permet de voir aussi comment ça se comporte. Si vous en avez des dépendances, comment elles se comportent sans zone présent. Et parfois, on a des surprises. Denis, toi, tu connais Simon, qui travaille chez Unix. Lui, il l'a fait sur un tableau avec des gros formulaires dedans. Et en fait, juste en switchant ce mode expérimental, il a vu un changement en termes de performance significatif. Ouais. Parce que le change detection ne se baladait plus dans tout cet arbre où il y avait des centaines de composants, mais juste aux endroits où c'était pertinent. Ouais, et là, tu avais un vrai impact en termes de performance. Ouais, donc à tester, quoi. Voilà. Et du coup, on en est arrivé au bout. J'ai le lien vers les slides. Comme ça, si on veut les liens. Soit de vous le scanner, parce qu'il y a QR code pour ceux qui regardent la vidéo, sinon je mettrai de toute façon dans les notes de l'émission le lien vers les slides. Et voilà. Super, merci beaucoup en tout cas. Je sais pas si Adrien avait d'autres questions. Non, moi c'est toujours la même inquiétude avec le nombre de versions qui augmente sans cesse. Et, comme tu l'as spécifié, c'est intéressant parce que ça permet de pouvoir avoir un suivi. Mais toujours en rappelant que finalement Angular, ça reste un des frameworks qui est le plus opiniâtre, qui permet d'avoir vraiment de suivre une convention, et c'est grâce sûrement à ces conventions-là qu'on peut passer d'une version à l'autre facilement, ce qui n'est pas forcément le cas avec les gros concurrents du monde JavaScript, j'ai l'impression. Oui, donc, c'est vraiment une des marques de fabrique d'Angular. Il y a cette manière de travailler, et je vais dire, même quand tu utilises le projet, tu retrouves les mêmes bases, et donc généralement on a facile à switcher d'un projet à l'autre, ou j'ai facile à critiquer React, mais React, d'un projet à un autre, il y a quelqu'un qui avait sa librairie préférée pour faire une requête HTTP ou pour faire son routing, et tout de suite, tu dois essayer de comprendre comment ça a été structuré, que Angular a un peu cette rigueur dans la manière de construire une application, quoi. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'au final, c'est le framework qui t'apporte la convention, et c'est pas chaque projet ou chaque équipe qui décide d'avoir sa propre convention. Tout à fait. Et c'est des choses que je pense qui sont beaucoup plus présentes dans des frameworks back-end, cette structure de on fait ça comme ça, on a ces habitudes-là, que dans le monde JavaScript où parfois c'est un peu YOLO.
Ici, Angular a un peu cette approche de, il y a une manière de faire et voici comment on vous conseille de faire. Mhm. En tout cas, c'est quelque chose que moi, pour la partie Java, je suis habitué à ce que le framework me dise, d'habitude, on fait ça comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, tout le monde s'y retrouve. Ouais. C'est beaucoup plus facile, en tout cas, pour ceux qui ont un background de développeur back-end. J'ai remarqué qu'ils sont très à l'aise avec cette approche-là. Ceux qui ont une approche plus front-end et viennent du front-end sont parfois un peu perplexes par rapport à cette rigueur. Ouais, mais il y a un aspect de convention et de règles à devoir maîtriser. Donc, il y a peut-être un délai d'apprentissage peut-être parfois un peu plus difficile ou important pour eux. Voilà. Mais c'est vrai que ça apporte pas mal d'avantages, même en back-end. Souvent, si on n'en a pas d'ailleurs, on voit ça à mon avis, toi aussi en Java, nous en .NET, c'est un peu plus ouvert et du coup, on s'impose et on se met des règles avec de bonnes pratiques de développement. Donc, ça revient un peu au même, quoi. Tout à fait. Ok. Je pense qu'on arrive tout doucement comme ça à la fin de cet épisode. Très intéressant en tout cas, qui sort un peu de notre ordinaire, moi qui me permet de reprendre des souvenirs, puisque j'ai eu l'occasion de travailler dans des versions Angular, mais il y a quelques années, donc c'est-à-dire il y a 53 versions à mon avis. Et n'oubliez pas de venir commenter, je le dis toujours, commenter nos vidéos. Vous pouvez également nous retrouver sur YouTube. Je pense que pour celle-ci, ça sera intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de code, donc certainement intéressant de regarder les écrans et de regarder le code plutôt que de ne faire que l'écouter, bien qu'elle est disponible aussi en MPEG 3, mais ça va peut-être parfois être un peu plus compliqué. Il va falloir être créatif et imaginatif. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais vous pouvez venir aussi sur tipeee.com/devaps si vous avez envie de nous retrouver. En tout cas, un grand merci. Grand merci à toi, Loïc. Un grand merci à Adrien, à Christophe qui a dû nous quitter il y a quelques minutes. Et on se retrouve pour un prochain épisode dans quelques semaines, dans quelques semaines, quelques jours. Merci. À la prochaine. Merci, Loïc. Salut.